Voilà, encore nous sommes de retour avec Maman Kitumaïne Kabungulu, la femme de notre héros national, Papa Kabungulu, qui s'est donné corps et âme. Il s'est sacrifié pour nous, pour notre cause. Il a laissé ses enfants. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est le 31 juillet 2013, 8 ans de son anniversaire. Alors maman, on va continuer. Quand papa dénonçait tout ça, il dénonçait à qui et quelles sont les mesures que ces gens-là prenaient pour sa sécurité? Parce que papa vivait sur les champs de bataille. Lui, il dénonçait parce que bon, l'organisation qui était à Bukavu, c'était une organisation locale. Lui, il avait des informations, il envoie aux organisations internationales. Il y en a beaucoup. Cela veut dire qu'il était déjà connu aux organisations internationales. Bien sûr, il était connu. Comme vous voyez, comme Kairos, comme ici au Canada, il y a Kairos. Bon, il y a Amnesty International. Donc tout ça là, il dénonçait, il envoyait. Tout ce qu'il dénonçait, il envoyait des copies. Donc papa dénonçait, vous allez voir même les images avec Tom Bickler. Il était avec le Premier ministre d'Angleterre. Jusqu'à ce que... la République démocratique du Congo, pour tout le monde. Alors, quelles sont les mesures que ces gens-là avaient prises pour sa famille et pour sa personne? Bon, pour sa famille, on peut dire qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de protection. Il n'y avait rien. Lui, il dénonçait, mais il n'y avait rien comme protection. Rien. Donc, il dénonçait. Une fois d'ailleurs, quand lui, il dénonçait tout ce qu'il avait parlé de comment les militaires de RCD sont allés dans la zone de Mwenga. Et là, ils ont enterré les femmes vivantes. Et les ont enterrées vivantes. On te prend, on te ligote. Tu es là, tu vois comment est-ce qu'on est en train de creuser les trous où on va t'enterrer. Vivante, tu vois, tu regardes, tu parles. Après ça, quand on finit, on te met là-dedans et puis on met la terre au-dessous. On te couvre de la terre. Alors, quand il a dénoncé tout ça là, même Tony Blair l'avait invité pour aller, parce que Tony Blair, selon mes pensées, je pense qu'il lisait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrivait sur les atrocités qui s'est passées au Congo. Mais peut-être qu'il n'était pas sûr. Et puis il avait invité de venir, d'aller en Angleterre pour aller parler avec Tony Blair. Et puis il est allé là, il a parlé, il a expliqué tout à Tony Blair. Et puis il est rentré. Après ça, il n'y avait rien. Donc on ne fait rien. Donc lui, il était comme... Moi je pense qu'il était seulement utilisé là pour... Il disait toute la vérité, il parlait toute la vérité. Alors on n'avait rien pour le protéger. Donc après ces rencontres avec des grandes autorités du monde, il n'y avait rien comme sécurité. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Même jusqu'à ce que là je vous disais qu'il y avait des militaires, des officiers qui étaient là où on creusait de l'or et qui demandaient la moitié de ce que les pauvres creuseurs amenaient. Quand il a dénoncé ça, le lieutenant, c'est le même lieutenant là qui est le promoteur de sa mort. C'était un lieutenant. Et puis le lieutenant là l'avait invité. Le chef de ce lieutenant avait invité Pascal à son bureau. Et puis le lieutenant était là, puis il dit, bon, Pascal, toi tu as écrit ça et tu as dit que le monsieur là, il divise l'or des creuseurs par deux. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que c'est vrai? Alors devant le militaire qui le faisait était là, le lieutenant il était là. Et puis le lieutenant dit, oui, le Pascal lui il dit, oui c'est vrai, j'ai des preuves. Je vais même vous donner des épreuves des gens qui ont été victimes de ça. Et puis le monsieur, le lieutenant là, il se lève, il prend son revolver. Avec le revolver, il dit, Pascal, je vais te tuer. Devant son officier, devant tout le monde qui était là. Et puis son lieutenant, il lui dit, est-ce que tu oses faire ça devant moi? Et puis il dit, moi je vais le tuer. Est-ce que toi, Pascal, tu vas supporter mon poids? Moi, je vais te tuer devant l'officier. Quelle protection? Il n'y avait rien. Parce que, moi, je crois
c'est à ce moment-là qu'on allait prendre des décisions, qu'on allait peut-être chercher des gens qui pouvaient peut-être être comme son garde du corps. Mais on n'avait rien fait, c'était passé comme si rien n'était. Alors maman, quelle était la protection au juste après que l'officier qui a dit à papa qu'il devait le tuer? Donc à partir de ces jours-là, il n'y avait même pas aucune protection. Ça montrait qu'il était déjà en danger. Alors, il avait dénoncé ça, il n'avait pas dénoncé. Il avait dénoncé parce que... Son danger à lui. Ça, oui. Bon, disons, parce qu'avec Amnesty International de Londres, parce que lui, il travaillait avec les autres organismes. Et après que le militaire l'avait dit qu'il va le tuer, on avait commencé à le chercher. Même les malfaiteurs, les militaires, il y avait les militaires qui l'ont trouvé, ils sont venus chez nous. Donc c'est comme s'ils ne connaissaient pas la maison et puis ils ne connaissaient pas vraiment la personne. Alors ils sont passés, parce que chez nous il y a un chemin qui passe, les gens y passent, et ils ont passé par là. Après ils l'ont trouvé à côté de chez nous, et puis il le salue, il dit bonjour monsieur, et puis il dit bonjour, puis il lui demande est-ce que tu connais monsieur Pascal Kabungu? Là il dit Pascal Kabungu c'est qui? Il dit non, c'est un monsieur qui travaille hérité de la justice, nous on a besoin de lui. Alors il dit non, moi je ne sais pas, je ne le connais même pas. Je ne le connais pas, je ne sais pas s'il y a un Pascal. Ici aux alentours, non. Je ne sais pas s'il y a. Et moi je n'habite même pas ici. Moi vous passez, moi je viens de passer, je ne sais pas, je ne suis pas même d'ici. Et puis ces gens sont partis. Et alors là, il a dit peut-être un Pascal, est-ce que s'il travaille héritier, est-ce qu'il peut rester ici? Peut-être en ville, à Murumba peut-être. Et puis, il est rentré à la maison. Arrivé à la maison, il nous dit, moi je ne dors pas ici aujourd'hui. Il ne nous avait rien dit, mais il nous a dit, je ne dors pas ici aujourd'hui, mais n'ouvrez pas la porte. Même s'il y a quelqu'un qui frappe la porte, n'ouvrez pas. Et puis il est parti. Le lendemain, il n'a pas passé la nuit à la maison, il est allé passer la nuit ailleurs. Le lendemain matin, il vient, il dit, ah, ça va, il dit, ok. Il prend sa douche et puis il s'en va au travail. Arrivé au travail pendant le staff, un d'eux qui travaille avec eux, il dit, parce que lui, il dit, moi je me sens en danger. Parce que j'ai rencontré des personnes, des militaires, et ils m'ont demandé si je connais Pascal. Il a raconté toute l'histoire pendant le staff. Et puis l'autre, alors, là, qui habite à Mumba, lui aussi il raconte la même histoire. Il dit, oui, ces mêmes personnes sont venues chez moi. Alors, ils ont trouvé mon cousin avec qui j'habite. Et puis là, moi, j'étais sortie pour aller chercher du sucre. Et puis ils arrivent à la maison, ils demandent, est-ce que ici c'est chez Pascal? Et puis mon cousin dit, quel Pascal? Il dit, non, c'est un Pascal, un monsieur qui travaille à hérité de la justice. On nous a dit que c'est ici chez lui. Et puis lui dit, non, moi je ne le connais pas. Mais vous voyez, c'est moi celle qui suis ici. Il n'y a pas d'autres personnes, mais moi je ne suis pas Pascal. Je ne le connais pas. Et puis il dit, ah ok, bon, ok, excuse-nous. Et puis ils sont partis. Arrivés dehors, ils sont partis. Et le monsieur aussi est rentré pour rentrer à la maison. Et puis son cousin lui dit, il y a deux messieurs ici qui sont venus te chercher. Ils nous disent qu'ils cherchent Pascal de la justice. Alors là, tout le monde était... C'est comme s'ils étaient... Non, donc on est en danger. Et puis on lui a dit, mon cher Pascal, il ne faut pas que tu restes ici, il faut que tu te caches quelque part. Après là, il est parti pour 2 semaines ailleurs pour se cacher un tout petit peu. Finalement, il est rentré et dit, je vais me cacher jusqu'à quand? Moi, je n'ai pas besoin de me cacher. Moi, je vais continuer à travailler. Donc, il était venu les cibles de qui? Des rebelles et des gouvernements? Oui, c'est ça qu'on ne sait pas, donc, c'est ça notre question, notre grande question. C'est qui les tueurs? Donc, c'était les gouvernements, c'était les rebelles? C'est ça notre grande question, qui n'a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Frères, ça, la République démocratique du Congo, c'est ça la question. Vous allez voir les DVD des mamans Deborah Kitumaini Kabungulu, live, qui va dire qu'est-ce qui s'est passé au juste,
qui c'était? Le gouvernement, c'était les rebelles. Qui, les degrés des lois d'exécuter papa, c'était venu. Qui avait dénoncé ça? Alors maman, qu'est-ce qui s'est passé après le 31 juillet? Là maintenant nous sommes le 31 juillet. Avant le 31 juillet, donc je n'ai pas encore fini. Quand il fouillait, quand il s'est caché, l'organisation Amnesty International de Londres avait appelé Héritier de la Justice pour dire à Pascal de quitter le pays. Ils ont dit Pascal, tu es en danger, on ne veut pas que tu restes là parce que on va te tuer. Et puis lui, il a répondu, moi je ne quitte pas mon pays. Ok, la ministère internationale voulait déjà l'évacuer. Oui, il voulait déjà l'évacuer. Okay. Mais lui, il a dit, moi, je ne quitte pas. Je suis ici, dans mon pays. C'est pour défendre mon peuple. Aussi, il avait accepté. Il a déjà être évacué. Mais il a décidé de rester dans son pays. Oui, oui, il savait qu'il avait les dangers qui pourraient derrière lui, chaque coin, chaque place qui s'est promené. Oui. Mais c'était sa décision que moi je reste. Il a répondu ouvertement aux gens de Amnesty. Moi je ne quitte pas le pays. Je reste. Je défends le peuple. Et je vais mourir pour le peuple. Et ce que je veux, si je meurs ici dans mon pays, je vais être enterré par honneur, avec honneur. Je vais commenter avec honneur. Parce que je sais, ce que je fais, c'est pour mon peuple. Et je ne vais pas lâcher, je dois continuer. Frères et sœurs, vous avez compris? Et après, maintenant, le 31 juillet, au mois de 2005, il venait du Rwanda, il avait une réunion d'une semaine au Rwanda, et puis il est rentré, c'était un samedi. Puis quand il est rentré, le soir, bon, on parlait à la maison, après ça, bon, il est allé se coucher. Vers 3h du matin, 2h30 du matin, bon, on était endormis, on ne savait pas qu'il y a des gens qui se sont infiltrés dans notre maison. Ils avaient enlevé les fenêtres là et puis ils ont ouvert la porte et puis ils avaient cassé les vitres et puis ils sont entrés dans la maison. Ils sont entrés directement dans la chambre des garçons. Et puis là, ils ont demandé à un de mes fils, et où est ton père? Il lui dit, mon papa n'est pas ici. Ton papa n'est pas ici, il est ici, on l'a vu. Il a traversé la douane aujourd'hui, on l'avait vu. Maman, nous sommes le 31 juillet 2005, après la pause.